J'ai presque tout oublié. Vous avez 20 ans, 30 ans, même 50 ans. Ceci vous intéresse au plus haut point. La prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui que ça commence. Non, maman, ce n'est pas la boîte de la télévision. Ça, c'est le portable. Oui, maman, elle est toujours à la même place, la salle de bain. Non, maman, il n'y a plus personne qui va passer aujourd'hui. Non, ce n'est pas le matin. Il est 18h maintenant. Oui, maman, il est gentil le monsieur qui a été voir si tu avais encore du mazout et qui a rempli ton beurrier. Mais le gentil monsieur d'hier, c'était moi, maman. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu plus grave que ceux que j'aborde d'habitude. Je vais vous parler aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Stop, stop, si vous avez 20, 30, 40 ou 50 ans, continuez à regarder cette vidéo. Car c'est aujourd'hui que vous allez décider de mettre en place ce qui va vous permettre de l'éviter. La maladie d'Alzheimer, en France, c'est plus de 900 000 personnes touchées. C'est 225 000 nouveaux cas par an. En Belgique, c'est 50% des maladies liées à la démence, soit une centaine de milliers de cas. C'est 36 millions de personnes au travers du monde. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? Eh bien, elle a été découverte il y a plus de 100 ans par Alois Alzheimer. Et c'est une maladie neurodégénérative, évolutive et irréversible. Alors neurodégénérative, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va en réalité attaquer le cerveau, et plus particulièrement les neurones. Évolutive parce que la maladie va continuer de progresser tout au long de la vie de la personne. Et irréversible parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun traitement qui permet de la stopper. Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau? Eh bien, 10 à 15 ans, avant l'apparition des premiers symptômes, on va pouvoir observer deux phénomènes. L'apparition de plaques séniles et parallèlement à cela, une dégénérescence fibrillaire appelée protéine de tau. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans les différents éléments qui se mettent en place, car ce n'est pas le sens de cette vidéo. Par contre, retenez que ces deux phénomènes vont progressivement enclencher le processus de dégénérescence et donc la mort des neurones, par centaines au départ, par millions par la suite et par milliards dans la dernière phase de la maladie. On a souvent associé la maladie d'Alzheimer à des personnes âgées. Et si même aujourd'hui c'est vrai que la plupart ont plus de 65 ans, eh bien on diagnostique de plus en plus jeunes. Et donc des personnes aujourd'hui dans la tranche de 50 à 55 ans sont parfois déjà diagnostiquées. Ce qui veut dire, si vous suivez le raisonnement, que les symptômes se sont installés à cet âge-là, mais que les phénomènes étaient présents depuis bien longtemps, peut-être déjà alors qu'ils avaient 35 ou 40 ans. C'est donc par la prévention qu'il est important de passer pour se prémunir de cette maladie. Comme pour le sida il y a quelques années, il n'y a aujourd'hui pas de traitement efficace. La plupart des laboratoires pharmaceutiques ont même arrêté le développement de produits ou de nouveaux produits. En 2016, le HAS, la Haute Autorité de Santé, déclare dans un communiqué, je vous lis: au regard de l'absence de pertinence clinique de l'efficacité de ces médicaments et des risques d'effets indésirables, il considère que ces médicaments n'ont plus de place dans la stratégie thérapeutique. Donc à ce jour, ce qui reste le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est la prévention, puisque lorsque les symptômes sont installés, on aura juste une solution, c'est d'essayer de ralentir la progression de la maladie. Je vous parle dans quelques instants des mesures de prévention.
Voici les mesures de prévention principales et je vais bien entendu commencer par la principale qui est l'alimentation. Ah oui, je sais, on vous en parle très régulièrement, mais l'alimentation est un des éléments fondamentaux à surveiller. On a remarqué dans plusieurs pays où certaines habitudes alimentaires sont présentes que la maladie d'Alzheimer, elle, soit est extrêmement limitée, voire totalement absente. Ce qui démontre quand même que l'impact de l'alimentation sur ce genre de maladie est vraiment très important. Alors je vous rappelle les quelques grands standards. Première chose importante, éviter le plus possible les produits industrialisés, bourrés de sel, bourrés de sucre et souvent d'additifs. Fuyez également tout ce qui concerne le sucre. Alors je sais, les viennoiseries, c'est agréable, c'est gai, c'est amusant, oui, mais de temps en temps. N'en faites pas une alimentation régulière et attention aussi au pain qui contient lui aussi des formes de sucre qui à la longue peuvent s'avérer aussi pénalisants pour l'organisme. Il y a le débat de la viande aussi. La viande effectivement, et particulièrement la viande rouge, je ne suis pas spécialement végétarien, j'en consomme aussi, mais dans des quantités particulièrement raisonnables. Et ça ne fera pas plaisir à certains, mais fuyez résolument le lait de vache. Notre organisme n'a pas été conçu pour digérer du lait de vache. Et il présente d'autres désagréments pour l'organisme que je vous laisserai découvrir dans d'autres vidéos. Par contre, favorisez plutôt le régime qu'on appelle le régime méditerranéen, qui va être concentré sur des fruits, des légumes, sur certaines épices qui vont donc rehausser ces plats, mais aussi jouer le rôle de protecteur. On va y retrouver effectivement un petit peu de vin rouge, pas des grandes quantités, en restant dans les normes tout à fait acceptables. On va y retrouver, bien entendu, l'huile d'olive comme composante. Je vous engage vraiment à consulter votre nutrithérapeute ou si vous n'en avez pas, d'aller la consulter, voir une naturopathe, qui sont des personnes qui peuvent vraiment vous aider à clarifier dans toutes les publicités qu'on n'arrête pas de vous balancer sur différentes chaînes, d'essayer de vous aider à trouver les solutions qui vous conviennent et surtout qui conviennent à votre organisme. Un deuxième point important dans le domaine de la prévention, c'est la consommation de certains types de médicaments. Il existe aujourd'hui de nombreuses études qui démontrent l'impact de ces médicaments sur l'évolution de la maladie. Trois grandes gammes de médicaments sont particulièrement dans le collimateur, les somnifères, les anxiolytiques et les IPP. En ce qui concerne les somnifères et les anxiolytiques, c'est surtout au niveau des effets indésirables et secondaires sur le long terme. J'ai la chance dans la région où je suis de collaborer avec certains médecins qui ont vraiment intégré ce phénomène et avec lesquels nous essayons de trouver des solutions alternatives pour les personnes qui ont des difficultés au niveau du sommeil et pour les personnes qui ont des grosses problématiques en termes d'anxiété. Il existe des solutions. Parlez-en avec votre médecin traitant, avec votre professionnel de la santé pour voir quelles sont les alternatives. Alors, à certains moments, il n'y a parfois pas d'autres alternatives que de prendre ces médicaments-là dans un premier temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir développer une stratégie à long terme pour pouvoir s'en séparer. Le troisième, qui est dans le collimateur, ce sont les IPP. Peut-être que vous ne connaissez pas ce mot-là, mais vous le connaissez beaucoup mieux sous le nom de anti-reflux. Nous avons de nombreuses personnes dans nos consultations qui leur font part de leurs problèmes d'acidité, de reflux, de brûlant, parfois comme on dit. Voilà. Et ces personnes, tôt ou tard, arrivent à consommer des IPP. Ces médicaments anti-reflux ont aussi un lot extrêmement important en matière d'effets secondaires sur le long terme. Et là aussi, il existe des solutions pour pouvoir limiter la consommation ou en tout cas s'en séparer. Je vous conseille vraiment d'en parler avec votre médecin traitant et de voir quelles sont les différentes alternatives. Il est clair que ce qui a été dit dans la partie alimentation va aussi jouer un rôle extrêmement important au niveau du taux d'acidité du corps. Je vous parle maintenant de l'eau. L'eau du robinet, aussi pure soit-elle, contient encore des microparticules, et des microparticules notamment parfois de métaux lourds, d'aluminium ou de certains résidus de médicaments ou antibiotiques. À moins de vous trouver à 15 mètres d'une source naturelle non polluée, c'est souvent ces microparticules que votre organisme va pendant de très longues périodes assimiler. Je vous recommande donc de trouver d'autres solutions que de boire l'eau du robinet et de passer notamment par des systèmes d'épuration. Il
Il y a une grande polémique sur les bouteilles en plastique. Certains essayent maintenant de réintroduire les bouteilles en verre, ce qui est certainement une très très bonne solution. Par ailleurs, il existe sur le marché aujourd'hui des systèmes qui permettent de filtrer l'eau. Alors je ne vous parle pas des tout simples systèmes où on n'enlève que le calcaire, je vous parle de réels systèmes qui permettent de rendre à votre eau toute l'énergie nécessaire. N'oubliez quand même jamais que plus de 70% de votre corps est constitué d'eau et que lui apporter sa dose d'eau au quotidien est vraiment tout à fait essentiel. Les compléments alimentaires peuvent s'avérer aussi un excellent complément à votre alimentation. Attention de ne pas tomber dans l'extrême du petit déjeuner avec 12 petits pots ouverts pour faire sa dose journalière, mais il est important avec votre nutrithérapeute, voire avec votre professionnel de la santé, de voir quelles sont les composantes qui seraient intéressantes d'injecter dans votre organisme. D'une part, tout ce qui a un caractère antioxydant ou anti-inflammatoire est plutôt bon. Pensez au gingembre, pensez à la curcumine, pensez également à la vitamine D qui protège énormément votre organisme et faites quand même checker régulièrement votre taux de magnésium car c'est certainement une des composantes qui est la plus consommée en matière de stress et qui peut aussi vous permettre d'avoir un tonus beaucoup plus important dans votre journée. Parallèlement à ça, il existe de nombreuses études qui démontrent que la consommation de thé vert est une bonne chose pour l'organisme et notamment sur son côté antioxydant. N'hésitez pas à parler de cette situation avec votre nutrithérapeute ou votre médecin traitant. Ils sont tout à fait habilités à vous conseiller ce qui est le mieux pour vous et le mieux pour votre organisme. Eh bien oui, il faut que je vous en parle, le sport, et plus particulièrement faire de l'exercice. Il est aujourd'hui démontré dans de nombreuses analyses que 30 minutes de sport par jour ou d'exercice par jour va en tout cas améliorer le fonctionnement de votre corps. Le sport, c'est un excellent moyen de diminuer le niveau de stress, d'éliminer toutes les mauvaises particules dans le corps et en plus de ça, d'augmenter votre régénération cellulaire. En plus, le sentiment de se sentir bien est important par la suite. Vous n'aimez pas le sport, vous n'aimez pas transpirer, c'est pas grave, j'ai un excellent moyen pour vous, marcher. Ça reste une dynamique extrêmement intéressante pour le corps et ça peut vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de faire du sport, un excellent moyen de donner du tonus à votre organisme. Autre point important dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est le fonctionnement du cerveau. Faites fonctionner votre cerveau. Donnez-lui des exercices réguliers, quasi quotidiens. Ça peut être au travers de jeux de société, même peut-être de jeux vidéo, sans excès. L'utilisation de mots croisés, de mots fléchés, tout ce qui va amener une réflexion va être bon pour le fonctionnement du cerveau et le maintenir en activité. Tout ce qui sont les activités aussi créatives. Aujourd'hui, on démontre quotidiennement que l'art-thérapie, le fait de faire dessiner les gens, de les faire peindre, de leur faire créer quelque chose, est un excellent moyen pour retarder l'évolution de la maladie. Et donc l'utiliser en termes de mesures de prévention est aussi une excellente idée. Voici donc les mesures de prévention pour cette maladie grave qui, je vous le rappelle, affecte en France plus de 900 000 personnes. On peut aller bien entendu plus loin dans ces mesures de prévention. Si le sujet vous intéresse, je vous engage vivement à aller voir le contenu des associations qui traitent d'Alzheimer. Elles contiennent beaucoup d'informations sur la maladie et sur la manière de s'en prémunir. Et elles sont aussi un peu en hommage à toutes les personnes qui aujourd'hui accompagnent un parent ou un ami dans le domaine de cette maladie. Vous pourrez trouver aussi pas mal d'informations sur notre site internet www.pétaldevie.fr ou dans notre chaîne YouTube, tout simplement Pétale de Vie, où nous traitons de différents sujets de prévention. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.